Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier le premier conseil des ministres de son second mandat. Le gouvernement est maintenu en fonction avec comme premier ministre Daniel Kablan Duncan. Jérôme Kofi Aboulin a suivi ce conseil des ministres pour RTI 1. La Banque mondiale finance le projet d'appui à l'éducation nationale de base en Côte d'Ivoire. Une mission de cette institution a sillonné plusieurs localités du pays pour faire le constat sur le terrain de l'évolution du projet. Le constructeur d'avions ukrainien basé en Ouzbékistan a fait savoir hier que l'avion cargo fabriqué en URSS en 1971 qui s'est écrasé au sud du Soudan et qui a fait 36 morts n'était pas en état de voler. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Les nouveaux ambassadeurs du Congo-Brazzaville, d'Égypte, du Mali et du Royaume du Danemark accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance ce matin au président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier le premier conseil des ministres de son second mandat. Le gouvernement est maintenu en fonction avec comme premier ministre Daniel Kablan Duncan. Jérôme Kofi Aboulin a suivi ce conseil des ministres pour RTI 1. Il est environ 10 heures quand les membres du gouvernement font leur entrée au palais présidentiel pour le conseil des ministres prévu ce mercredi. Un conseil qui se tient 24 heures après que le président Alassane Ouattara a prêté serment à la suite de la confirmation de sa réélection par le Conseil constitutionnel à l'issue de la présidentielle du 25 octobre 2015. Dans une ambiance tout à fait exceptionnelle, on peut dire que c'est la joie, marquant cette victoire de la grande famille des oufouettistes qui a pignon sur rue à l'occasion de cette première réunion après ce scrutin. Une joie sans faille. D'abord avec le standing ovation demandé par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan au nom du gouvernement pour saluer cette victoire éclatante du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre belle, éclatante et écrasante victoire constitue assurément une belle récompense que le peuple ivoirien reconnaissant a voulu vous offrir pour vous féliciter et vous dire infiniment merci pour l'œuvre gigantesque de reconstruction nationale que vous avez entamé depuis avril 2011, comme en atteste votre bilan plus qu'élogieux à la tête de l'État et de la nation ivoirienne. À la suite de l'ensemble de nos compatriotes, je tiens à mon nom personnel et surtout au nom de l'ensemble de vos collaborateurs ici réunis à vous adresser nos très sincères et chaleureuses félicitations, mieux notre admiration pour cette brillante élection que la presse nationale et internationale, dans sa grande majorité, n'a pas manqué de qualifier à juste raison de plébiscite ou de razzia du président Ouattara. Aussi, je voudrais, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, demander à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents de bien vouloir se lever pour réserver un standing ovation, un banc spécial à la dimension de votre victoire historique. Maintenant, vous devez rester. Ensuite, avec les mots d'encouragement du président de la République, Alassane Ouattara, pour renouveler sa confiance au gouvernement Duncan. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, lors de ma visite d'État que j'ai effectuée durant mon premier mandat et à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle, j'ai pu me rendre compte des réalisations du gouvernement. Elles sont nombreuses. J'ai aussi mieux cerné les attentes de nos concitoyens. Ces attentes sont nombreuses également et nous devrons en tenir compte dans la conduite des actions gouvernementales en accélérant notre rythme de travail. Vous l'avez compris, il nous faut faire plus avec moins de ressources. J'ai décidé donc, au vu de tout cela, de continuer avec la même équipe. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement que vous dirigez est donc maintenu en fonction avec vous-même à sa tête. J'attends de vous que tous les dossiers en instance initiés au cours de mon mandat précédent
soient traités avec célérité afin de les conduire à terme dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, j'attache du prix au respect des engagements que j'ai pris auprès de nos concitoyens. D'autre part, sur la base du projet que j'ai soumis à nos compatriotes, dont vous avez rappelé les orientations, je vous demande de faire adopter par le gouvernement, avant la fin de l'année 2015, notre programme national de développement, le PND 2016-2020, qui est en cours de préparation. Ceci nous permettra d'initier de nouveaux projets pour continuer à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Lors du point presse habituel, le porte-parole du gouvernement face aux journalistes a fait le tour des différentes décisions prises par le Conseil. Au nombre de celles-ci, l'ouverture de la campagne du coton pour la période 2015-2016 avec le maintien du prix au kilogramme de la campagne précédente, c'est-à-dire 250 francs CFA. Il faut dire que la prévision de production pour 2014-2015 était de 430 000 tonnes de coton graines et que le tonnage effectivement produit est de 450 000 tonnes à la fin de la campagne. Bon, ce qui permet de penser que l'objectif de 600 000 tonnes avant l'échéance 2020, et selon les orientations du gouvernement, est parfaitement réalisable. Pour la campagne 2015-2016, il est prévu donc que cette augmentation se poursuive pour atteindre 484 000 tonnes. Sur cette base, et malgré la baisse des cours au niveau international, le Conseil a tenu à fixer le prix pour la campagne 2015-2016 pour le coton à 250 francs CFA par kilo. Il faut dire que l'an dernier, le prix initialement était de 235 francs le kilo pour le premier choix, qui a ensuite été relevé à 250 francs. L'ouverture de cette campagne 2015-2016 est fixée au 15 novembre 2015. Le Conseil, en refermant ses portes, n'a pas manqué de donner rendez-vous. La prochaine réunion, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, est prévue dans un mois. Autre information, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec une délégation américaine conduite par le conseiller au département d'État du président américain Barack Obama. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. Elle a porté sur le déroulement du processus électoral et le renforcement des investissements américains en Côte d'Ivoire. À Ouattara. Le conseiller au département d'État des États-Unis, Thomas Shannon, chef de la délégation américaine qui a pris part à la cérémonie de prestation de serment, et la sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, ont transmis au président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations du président Barack Obama. Le président américain qui a tenu à féliciter le président Alassane Ouattara, le peuple ivoirien et l'ensemble des acteurs politiques pour le bon déroulement du processus électoral. Nous sommes venus pour féliciter le président pour sa réélection et aussi pour dire à quel point le président Obama présentait ses félicitations pour tout le processus électoral qui s'est très bien déroulé. Nous sommes ici aussi pour réitérer notre engagement auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire en ce qui concerne notre soutien pour le processus de démocratisation du pays. Le chef de délégation Thomas Shannon a par ailleurs réaffirmé le soutien des États-Unis et le renforcement des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire qui pour lui demeure un partenaire privilégié. Autre activité du chef de l'État, il a reçu Jean-François Valette, le chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Il était porteur d'un message de l'organisation européenne. Nous allons rester avec Ouattara. L'Union européenne félicite le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa brillante réélection. Son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Jean-François Valette, est venu saluer et transmettre au chef de l'État le message de félicitations de l'organisation européenne.
Pour le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont voulu récompenser le parcours sans faute de leur gouvernement au cours du premier mandat, dans les domaines notamment de la sécurité, du désarmement des ex-combattants et la restauration de l'autorité de l'État. Je suis donc très heureux d'avoir été l'un des premiers ambassadeurs à pouvoir transmettre les félicitations, en l'occurrence de l'Union européenne, au président de la République après sa brillante réélection, puisque ce sont les termes qui ont été employés par le président de l'Europe pour la circonstance dans la lettre de félicitations que j'ai remise au président Ouattara. Nous en sommes d'autant plus heureux que, et c'est ce que soulignent également ces félicitations sont accompagnées de l'expression d'un souhait de la part de l'Union européenne, c'est que notre coopération puisse s'étendre, se développer dans des domaines nouveaux, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle frontière, en quelque sorte, de la Côte d'Ivoire, c'est l'emploi des jeunes, donc le développement rapide de l'économie, des investissements, et de tout ce qui va avec les investissements, c'est-à-dire, par exemple, l'énergie électrique à laquelle nous allons contribuer, et également l'accès au titre foncier qui est un élément du développement économique. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a par ailleurs indiqué avoir échangé avec le président de la République sur les priorités de son organisation afin de favoriser une collaboration efficace entre les deux parties. Un dîner pour commémorer le 61e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. C'était hier, mercredi, à la résidence de l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan. Gabriel Zani. Un hymne, un toast, le 61e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne célébré à la résidence de l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire. Une célébration symbolique à laquelle ont pris part le Premier ministre, quelques ministres du gouvernement et des membres du corps diplomatique accrédités dans le pays. L'allocution du diplomate algérien n'a pas seulement rappelé le souvenir de la guerre de libération de l'Algérie, elle a en effet relevé les relations bilatérales ivoiro-algériennes. La prochaine visite du président Ouattara en Algérie en 2016 sera certainement un moment fort des relations algéro-ivoiriennes et l'occasion pour le président Abdelaziz Bouteflika et le président Alassane Ouattara, qui se vouent amitié et respect, de jeter les bases d'une refondation de nos relations bilatérales en vue de promouvoir une coopération plus audacieuse au profit de nos deux peuples pour construire des relations exemplaires et mutuellement avantageuses. De bonnes relations qui durent depuis plus de 3 décennies entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. L'ambassadeur félicite les autorités ivoiriennes pour la tenue d'élections présidentielles crédibles. Il parle même de refonder les relations bilatérales. Déjà en 2016, 50 bourses d'études seront octroyées aux étudiants ivoiriens désireux de continuer leur formation en Algérie. Des gestes de coopération bien appréciés par la partie ivoirienne. Je reste convaincu que nos deux pays pourront bâtir ensemble un avenir commun en multipliant les canaux d'échange. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous réitérer la disponibilité de la République de Côte d'Ivoire à œuvrer de concert avec vous. La pérennisation des relations équivaut au développement des grands axes de coopération culturelle, commerciale, diplomatique et politique. Et c'est d'ailleurs le vœu qu'ont formulé les représentants de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Les jeunes de San Pedro ont été sensibilisés sur le concept de l'ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'engage à se donner tous les moyens pour parvenir à ce concept. Thérèse Tapeyoboué. Après la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara à la présidentielle, place désormais à la mise en œuvre de son programme de gouvernement comprenant le renforcement de la représentativité des femmes dans les instances de décision, la création davantage d'emplois pour les jeunes et en toile de fond le concept de l'ivoirien nouveau. Un concept que Félix Anoblé a tenté d'expliquer à la jeunesse de San Pedro. Il est important de dire à la population ce qu'elle est en droit d'attendre
du président et ce que le président attend d'elle. Et c'est le message que nous avons passé donc aux jeunes, parce que c'est eux la force vive de la nation. Le président veut que chacun de nous retienne qu'il veut une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire des valeurs, une Côte d'Ivoire qui donc s'inscrit dans un schéma nouveau. Et c'est ce chemin-là qui pourra nous amener vers l'émergence qu'il prône tant. Au cours des échanges, les différents leaders de groupes de jeunesse ont dit leur attente qui se résume en termes d'emploi. Pour ce faire, les jeunes de San Pedro souhaitent l'agrandissement tel que promis par le chef de l'État du port de San Pedro et l'accès aux fonds jeunes afin de créer leurs propres activités génératrices de revenus. Et du 28 au 30 octobre dernier, il s'est tenu à Dakar, au Sénégal, une conférence internationale sur la gestion des finances publiques. Elle a réuni en plus des ministres des Finances, des partenaires au développement, des experts et des organisations professionnelles comptables. Les participants ont fait l'état des lieux, des progrès accomplis dans la réforme de la gestion des finances publiques et lancé un appel à l'action pour relever les défis persistants. Jean-Jacques Wambiala. À quoi servirait la croissance économique que connaissent les pays africains ces dernières années si les ressources financières qui en découlent font l'objet d'une mauvaise gestion? C'est la problématique qui a réuni à Dakar, au Sénégal, les 17 pays africains francophones. 3 jours durant, décideurs politiques, partenaires au développement et experts ont planché sur une utilisation efficace et efficiente des finances publiques par les États. Aujourd'hui, autant la mobilisation des ressources publiques pour le développement constitue un défi majeur, autant l'utilisation optimale de ces ressources rares appelle plus d'efficacité de la part des pouvoirs publics. La transparence et la reddition des comptes étant désormais les maîtres mots de la nouvelle gouvernance économique et financière. Si les gouvernants ont conscience de l'urgence, il leur faut cependant une denrée essentielle, à savoir une information financière de qualité. D'où le rôle prépondérant des professionnels comptables dans la conduite de réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques qui donnerait lieu, entre autres, à une augmentation de l'emploi et une meilleure promotion de la lutte contre la pauvreté. La principale propriété des états financiers de l'État est de garantir la transparence de l'action publique pour toutes les parties prenantes, et cela se traduit par des états financiers lisibles suivant les normes comptables usuellement comprises, à l'instar des IPSAS qui sont conçus par la profession comptable mondiale, c'est-à-dire l'IFAC. Sur la base de cette convergence de vues, les participants à la rencontre de Dakar ont lancé un appel à l'action pour l'application effective des réformes engagées en matière de gestion des finances publiques dans les pays francophones d'Afrique. Des bancs, des matelas et des bassines pour enfants, c'est en substance le don que la maternité de l'hôpital général de Yopougon a reçu le dimanche dernier, et cela de la part de la fondation Keruk Guillaume Zéré Sèche-Colia. Un mois après le don aux élèves démunis de la commune de Yopougon, la fondation Cœur et Cœur vole au secours de l'hôpital général de la même commune. 15 bassines et 15 matelas pour la nurserie, des bancs et une cuve de 2000 litres. Pour couronner ce geste, 50 kits de naissance pour les mères qui viennent juste de donner naissance dans cet hôpital. Il n'y a pas meilleur espace pour célébrer la vie qu'une maternité. Parce que c'est à la maternité qu'on donne la vie. C'est à la maternité que des bébés poussent leur premier cri. C'est à la maternité qu'ils poussent leur premier soupir. Nous avions pris l'engagement d'apporter quelque chose qui puisse réjouir le cœur de maman. Nous avions pris l'engagement d'apporter quelque chose qui puisse permettre à des patients d'être à l'aise quand ils viennent dans ce centre hospitalier. Et nous sommes là ce matin pour nourrir cet engagement. De la gaieté et de la joie dans ce centre hospitalier, la Fondation en a donné. Mon premier enfant s'est passé par une césarienne. Je remercie beaucoup l'ONG. C'est un miracle qu'on a vu matin là même. On était vraiment contents. On vous remercie beaucoup même. Les mères sont heureuses, tout comme les responsables de l'hôpital général de Yopougon. Nous ne pouvons que être heureux et apprécier ces dons à la juste valeur. Ces dons de la Fondation ont précédé la 5e édition du concert de la vie. Pendant plus de 3 heures, au stade de la Sogefia, les populations de Yopougon ont célébré la vie en présence de nombreux artistes chrétiens.
Deuxième grand titre de cette édition, la Banque mondiale finance le projet d'appui à l'éducation nationale de base en Côte d'Ivoire. Une mission de cette institution a sillonné plusieurs localités du pays pour faire le constat sur le terrain de l'évolution du projet. Eric Goré, Serge Colliard. Le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base va donner un coup d'accélérateur aux actions du système éducatif en Côte d'Ivoire. C'est un projet de construction de 200 salles de classe et la réhabilitation de 267 salles de classe dans la direction régionale de Diokwe et de Guiglo. 7 collèges sont aussi en construction dans les départements de Bondoukou, Bouaké, Vavois et Toulepleu. 2 CAFOP sont en chantier à San Pedro et à Bondoukou. Pour se rendre compte de l'effectivité des travaux, une mission de la Banque mondiale a effectué une visite sur le terrain. Après cette visite, la mission de supervision a procédé à une restitution au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le projet a fait des progrès importants depuis la dernière mission, puisque les taux de décaissement ont progressé de façon significative. Il reste encore des choses à faire, donc nous avons attiré l'attention sur les points sur lesquels il est important d'avoir une attention particulière. Et je pense que le cabinet a été très attentif à ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Et il est prévu des rencontres périodiques pour continuer à améliorer la qualité de mise en œuvre de ce projet. Et pour aller plus loin, dans l'appui à l'éducation, 7 CAFOP seront réhabilités sur toute l'étendue du territoire national, ce qui permettra aux élèves, maîtres, d'apprendre dans les meilleures conditions. Et c'est un commentaire plutôt d'Honorine Kakoubla à Nigori. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert 360 kits scolaires aux écoliers du village de Nangoka, dans la sous-préfecture de Karakoro, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. La remise officielle de ce don a eu lieu dimanche dernier. C'était en présence de Charles Tatou de RTI Bouaké. Nagoukar, localité de la sous-préfecture de Karakoro, sur l'axe Korogo-Sidimati-Ali. Les enfants de ce village ont retrouvé le sourire en ces jours de début d'année scolaire grâce à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. La première dame a fait don de 360 kits scolaires aux écoliers de Nagoukar. Écoliers, enseignants, parents d'élèves et responsables du système éducatif de Karakoro, tous ont exprimé leur reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Pour eux, cet acte de portée sociale de la première dame va réduire les charges des populations rurales en matière de fourniture scolaire et encourager certains parents à appliquer la mesure gouvernementale, celle de l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. L'envoyé de la première dame de Côte d'Ivoire, Lassina Ouattara, fils de la localité, avant de remettre officiellement ce don, a exhorté ses parents à bannir les querelles de personnes au profit de l'union et l'attente pour le développement de leur village. On doit être ensemble, la réconciliation, c'est important. Et s'il n'y a pas d'entente, c'est pas bon. Le président a tout dit, les fils du village doivent se réconcilier et c'est ensemble qu'on peut faire un bon travail. L'école primaire de Nagoukara souffre d'une insuffisance de salles de classe. 2 bâtiments de 6 classes pour un effectif global de 360 élèves. Elle est tout à fait autre chose. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique a organisé hier mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny la 2e édition de sa journée porte ouverte avec pour thème l'amélioration des performances individuelles. Les détails avec Kone Pargasoro. Personnes âgées, femmes, jeunes, tout petits ont pris d'assaut les différents box du centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS. Ce mercredi avait lieu la 2e édition de la journée porte ouverte du CCTOS et les soins étaient gratuits. Le service est vraiment impeccable, c'est bon, les gens sont accueillants, ils t'expliquent un peu comment, pourquoi ta dent agit comme ça, comment il faut remédier. Cette journée porte ouverte, le CCTOS l'a mis à profit pour promouvoir ces différents services, mais surtout améliorer les performances individuelles des praticiens, les chirurgiens dentistes notamment. Et le sens de cette journée, en fait, c'était d'abord pour faire connaître le centre, le CCTOS à la population
et en même temps faire la promotion des activités du CCTOS, cette conférence, pour permettre aux praticiens de réaliser qu'on n'a pas besoin de grands moyens. Avec le peu que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. En fait, nous essayons de faire des dépistages de tout ce qui est anomalie bucco-dentaire. Tout ce qui est pathologie de la dent, tout ce qui est pathologie des tissus de la dent, puisque la dent n'est pas seule dans la bouche. Notre rôle sera de faire en sorte de renforcer davantage avec l'équipe de coordination sur place en identifiant les problèmes pour les résoudre au fur et à mesure afin que nous soyons aptes à répondre de façon efficace et efficiente aux besoins de santé de nos populations en matière de soins bucco-dentaires. Conférences, visites des stands ont meublé cette journée, porte ouverte du CCTOS qui se tient tous les ans à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les productrices d'Atiké de Bouaké s'organisent pour sortir de la pauvreté. Elles sont réunies au sein de l'association Yeboyekou du marché d'Atiké. Elles souhaitent acquérir un site définitif pour mener leurs activités. Ouattara Amadou Walter, RT Bouaké. Des productrices d'Atiké ont compris l'intérêt de se mettre ensemble. Elles sont pour la plupart des veuves, des responsables de famille ou des femmes dont le mari est sans emploi. C'est donc pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, mais aussi rentabiliser davantage leurs activités que ces femmes viennent de se mettre au sein d'une association dénommée Yeboyekou du marché d'Atiké de Bouaké. L'une de leurs priorités, trouver un site définitif pour exercer en toute quiétude. C'est avec ce que nous gagnons au marché que nous nous occupons de nos familles. Nous demandons aux autorités de Bouaké de nous trouver un site où nous pouvons travailler tranquillement et de nous aider à réaliser nos projets. Les autorités administratives, politiques et coutumières invitées saluent l'initiative des femmes membres de cette organisation et les exhortent à consolider la cohésion entre elles afin de bénéficier du soutien des partenaires extérieurs. Les difficultés sont inhérentes à toute organisation humaine, mais il faut avoir le courage de se mettre en association. C'est à partir de là que vous pouvez avoir le soutien des autorités, autant sur le plan national qu'international. La cérémonie de présentation officielle de l'association Yeboyekou du marché d'Atiké de Bouaké a été marquée par l'investiture de sa présidente. À l'initiative du corps préfectoral de Koro, la communauté musulmane soutenue par les autres confessions religieuses du département a organisé une séance de prière à l'honneur des victimes de la bousculade meurtrière de Mina en Arabie Saoudite au cours du Hajj 2015. Kwasi Mamadou. Une séance de lecture intégrale des psalmodies du Saint-Coran suivie de bénédictions et d'immolation d'un bœuf. L'initiative est du préfet du département de Koro, Ibrahim Sissé, en mémoire aux victimes de la récente bousculade meurtrière de Mina en Arabie Saoudite. Il s'agissait également pour le corps préfectoral et la communauté musulmane, soutenue par les autres confessions religieuses, d'exprimer leur reconnaissance au Tout-Puissant pour le climat de paix qui a prévalu pendant cette période électorale. Le préfet Ibrahim Sissé a indiqué que cette séance de prière est un signe de solidarité à l'endroit des familles éplorées. Il a encore demandé aux guides religieux de multiplier les prières pour le repos de l'âme des défunts de cet incident malheureux survenu le 24 septembre dernier en Arabie Saoudite. Très chers parents, le gouvernement nous charge de vous dire de ne pas être triste par le départ de ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà. Selon la tradition islamique, ils ont le rang de martyrs. Et comme les musulmans même le disent, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Faisons plutôt, comme c'est le cas aujourd'hui, des prières et bénédictions pour que l'âme de ces morts repose en paix. Et que le Dieu Tout-Puissant pardonne leurs péchés et les accepte auprès de lui. L'imam central de la Grande Mosquée de Koro a souligné que cette séance de sollicitation divine est destinée à toutes les victimes de ce drame. Ensemble, avec les fidèles des autres confessions religieuses, les fonctionnaires, les autorités politiques et administratives, ils ont exprimé leur reconnaissance à Allah pour avoir permis à la Côte d'Ivoire de vivre une élection présidentielle apaisée avec des résultats acceptés par tous les candidats.
Le constructeur d'avions ukrainien basé en Ouzbékistan a fait savoir hier que l'avion cargo fabriqué en URSS en 1971 qui s'est écrasé au Soudan du Sud n'était pas en état de voler. Rappelons qu'au moins 36 personnes ont trouvé la mort dans ce crash d'avion. Seul un jeune garçon a survécu au crash. Les causes du crash de l'Airbus A321 dans le Sinaï égyptien ne sont toujours pas connues, mais pour Londres, il est probable que l'avion de la compagnie russe Metrojet se soit écrasé sous l'effet d'un engin explosif aux États-Unis d'Amérique. Également, la piste terroriste est privilégiée. Après avoir suspendu les vols entre la station égyptienne de Sharm el-Sheikh et le Royaume-Uni, les autorités britanniques doivent gérer le retour de milliers de ressortissants britanniques. L'on évoque la probable mise en place d'un pont aérien entre l'Égypte et Chypre assuré par la Royal Air Force. Les ressortissants britanniques emprunteront ensuite des vols civils jusqu'au Royaume-Uni. Ce pont aérien commencerait ce week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.